Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Proximité Web TV, bonjour et bienvenue à ce numéro de Coup d'œil sur l'Afrique consacré au débat sur la vaccination anti-Covid-19 qui divise dans nombre de pays africains. Nous allons nous limiter à quelques-uns en Afrique centrale. Pour ce numéro de Coup d'œil sur l'Afrique, nous avons comme invité Dr Charles Hobson, qui est expert en médecine orthomoléculaire. La médecine orthomoléculaire est la médecine qui propose, si je ne m'abuse, de soigner les personnes par l'apport optimal de substances naturelles connues de l'organisme. Bonjour, docteur Hobson. Docteur Hobson, que nous allons certainement retrouver. Avec nous également, Maître Jacques-Brice Momnogui, avocat au barreau de Bordeaux. Maître, bonjour. Bonjour Aziz et merci pour l'invitation. Et Patrick Barbera Isaac, qui est secrétaire national de l'Organisation nationale des employés du pétrole au Gabon. Il s'agit du syndicat des employés du secteur pétrolier. Il est chargé de la santé, la prévoyance sociale et les retraites. Le syndicat national des employés du pétrole au Gabon compte de nombreux adhérents. C'est le syndicat le plus fort en effectif et il y a bien entendu des mesures qui sont prises au niveau des entreprises pétrolières pour inciter les employés à se faire vacciner contre le Covid-19 pour reprendre librement leurs activités. Messieurs, bonjour. Maître Jacques-Brice Momnogui, vous avez, il y a quelques jours, publié quelque chose en rapport avec ce que vous considérez comme une tendance à se faire vacciner contre le Covid-19 obligatoirement. Est-ce qu'on peut être fixé déjà sur le contenu de cette publication? On sait aussi que vous avez quelques appréhensions en ce qui concerne la vaccination obligatoire. Oui, tout d'abord, donc j'espère que nos partenaires, les autres panélistes vous rejoindront en cours d'émission parce que je voulais exprimer sur ces questions également mes présences actives. Alors, nous avons mis en place au barreau de Bordeaux la revue des libertés fondamentales qui vise à pouvoir expliquer aux citoyens lambda quels sont leurs droits et libertés fondamentaux dans un contexte sanitaire devenu très difficile. Vous savez que depuis l'apparition de la COVID-19, les libertés fondamentales sont de plus en plus réprimées au prétexte de garantir la santé publique. Donc aujourd'hui, il était venu le moment que le barreau puisse s'exprimer sur une question aussi fondamentale que le modèle de société que cela va impliquer au regard de nos droits et libertés fondamentaux. Cette première édition, nous l'avons voulu sur la vaccination obligatoire, qui est en train de devenir la norme dans certains pays, puisqu'on a encore vu qu'hier, le Premier ministre du Canada, M. Trudeau, informait la population qu'il allait avoir la vaccination obligatoire pour toutes les personnes à compter de plus de 12 ans, y compris pour tous les déplacements professionnels et pour tous les déplacements dans les trains. Et donc, on voit qu'on assiste à une sorte de mouvement mondial qui consiste à imposer la vaccination obligatoire, mais ce qui est curieux, sur une seule maladie, qui est la COVID-19. Donc, dans ce numéro, nous avons voulu avoir plusieurs avis. C'est un numéro qui confronte les idées et les débats. Vous avez des arguments qui pourraient expliquer pourquoi la vaccination obligatoire existe. Ça existe déjà. Il y a plusieurs maladies où on est obligé d'être venu. Pour aller en Afrique, il faut bien faire le vaccin de la fièvre jaune, etc. Mais pourquoi la vaccination obligatoire? Comment est-ce que ça a été mis en place? Et pourquoi dans ce cas-ci, il y a des difficultés juridiques et non pas des appréhensions en tant que telles, mais des véritables obstacles aux juridiques à la mise en place d'une vaccination obligatoire contre la COVID-19. Donc, les avis sont partagés et cette revue permet donc aux citoyens lambda d'être vraiment informés du droit, pas simplement des faits journalistiques qu'on ne peut pas voir en temps, mais surtout de la question de la notion juridique, tant de la vaccination obligatoire et que des conséquences que cela peut avoir sur notre consentement face à la vaccination. Voilà ce que nous avons essayé de faire à place. C'est la première édition et j'espère également que nous aurons d'autres éditions, parce qu'on peut parler de la prochaine, et que cette revue pourra être mise à disposition des citoyens, pas seulement des citoyens français ou bordelais, mais également des citoyens du monde, en Afrique également, par votre canal ou d'autres, pour que les gens soient visiblement informés de cette question, qui est une question nouvelle et à laquelle il va falloir s'attaquer dans les années qui suivent, puisque c'est censé devenir de plus en plus, on s'inquiète que cela devienne la norme sanitaire avant tous les droits fondamentaux.
La vaccination contre le Covid-19, on l'a dit, suscite un vif débat dans l'opinion à travers de nombreux pays. Au Gabon aussi, la question divise, hein, tout comme au Cameroun. Il y a d'ailleurs eu cet appel d'un leader de la société civile au Gabon, Georges Mpara, le 3 octobre dernier, un appel à se mobiliser pour aller se faire vacciner. Et bien entendu, qu'il y a eu des réactions tranché pour indiquer qu'il est hors de question d'inciter les gens à se faire vacciner alors que les garanties d'efficacité ne sont pas totales. Il y en a qui ont estimé également qu'il faut laisser à chacun la possibilité de choisir. En tout cas, le débat, on le voit sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social Facebook est enflammé. Patrick Barbera, Isaac, vous êtes, on le rappelle, membre de l'Organisation nationale des employés du pétrole, syndicat major au Gabon, syndicat des employés du secteur du pétrole et connexe. Vous avez, vous aussi, quelques réserves par rapport à la vaccination contre le Covid-19. Nous n'avons pas de mot d'ordre particulier à donner à nos adhérents sur le fait de se faire vacciner ou pas. Chacun est libre, en toute conscience, de faire ses propres choix. Mais en tant que collectif d'action, nous avons le droit d'émettre un avis sur la question. Et sur cette question, quand on considère les obligations vaccinales du passé, il s'agissait de vaccins déjà bien éprouvés pour lesquels on avait le recul nécessaire. Mais s'agissant des vaccins actuels, même s'il s'agit de vaccins conventionnels type Sputnik ou Sinopharm ou de vaccins ARN messagers, nous ignorons leurs effets secondaires sur 2, 3, 4 ans. Les informations que nous avons, c'est leurs effets sur 6 mois, voire 1 an. Ce n'est pas suffisant. L'objectif de santé, c'est de réduire les hospitalisations des cas sévères avec détresse respiratoire et qui sont coûteux, et de réduire également le nombre de décès. C'est un bon objectif. La stratégie vaccinale a été choisie, mais cette stratégie vaccinale n'a que des effets indirects. C'est-à-dire que c'est le postulat qu'à partir d'un certain seuil de vaccination, on atteindrait une immunité collective. Donc c'est le seuil qui était fixé par l'OMS, c'était 70%. Et en principe, cet objectif, c'est pour la moitié de l'année 2022. Mais par contre, on sait qu'il y a des pays qui ont déjà atteint, qui sont déjà entre 60 et 70% de schéma vaccinal complet, mais pour qui les problèmes continuent. Donc ça veut dire que pour nous, la solution, ce n'est pas forcément de viser cet objectif hypothétique, mais c'est de viser des résultats directs, et ces résultats directs sont amenés par le système sanitaire national. Et le grand problème de la question vaccinale, c'est que tellement l'attention était focalisée sur cette question, on a oublié de questionner tous les problèmes qu'il y avait autour, c'est-à-dire l'adéquation de notre système de santé, et beaucoup d'aspects, beaucoup de composants de ce système de santé, la capacité réelle des professionnels de santé, les ressources, le matériel alloué, les infrastructures, on les a oubliés. Bien sûr, des efforts importants ont été faits depuis le début de la pandémie. Nous avons largement amélioré nos capacités de dépistage avec des laboratoires qui sont vraiment ultra performants, mais il y a encore trop de disparités dans le système sanitaire entre, par exemple, la capitale et les villes de l'intérieur. Et tout ça, l'état du système sanitaire national impacte nos adhérents. Patrick Barbera, Isaac, on note bien que l'Organisation nationale des employés du pétrole n'est pas contre la vaccination, bien n'a pas donné de consignes particulières pour se vacciner ou pas. Ce sera à chacun de le décider. Mais il y a quand même cette tendance à inciter à se faire vacciner, pas seulement dans les entreprises du secteur pétrolier, c'est un peu partout la même chose. Il y a des primes qui sont promises à ces personnes qui accepteraient de se faire vacciner. Maître Jacques-Brice Momnogui, pour vous aussi, le problème pourrait se situer à ce niveau-là, au niveau de cet engouement ou bien de
ces nombreuses mesures prises par les pouvoirs publics pour arriver à obtenir un maximum de personnes vaccinées? Je pense qu'il y a trois points fondamentaux qu'il faudrait comprendre lorsqu'on aborde la question des vaccins. Le premier problème, il est d'ordre du droit de la santé. Ces vaccins ont été mis en place dans le monde entier sur la base d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Donc, nous sommes dans le cadre d'expérimentation. Aux États-Unis, aujourd'hui, qui est le seul pays à avoir donné une autorisation définitive par la FDA, cette autorisation est assortie de tellement d'exemples. Ils ont mis tellement d'exceptions, c'est-à-dire en gros de l'autorisation, sous réserve qu'on puisse leur prouver l'impact du bénéfice-risque. Parce que quand on vaccine, il faut qu'on vérifie si la vaccination ne causerait pas plus de dommages que si on ne vaccinerait pas. Aujourd'hui, cette étude n'est pas encore faite. Ensuite, on a un autre problème au plan du droit de la santé, c'est que tout le monde vous dit que ce vaccin n'immunise pas, puisqu'on peut être vacciné et ne pas avoir l'immunité. Donc, la définition d'un vaccin qui n'a toujours pas changé dans tous les manuels scientifiques, c'est que le vaccin doit procurer l'immunité. Et on vous dit que ça protège les formes graves. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, très fondamental, il est relatif aux libertés fondamentales. Au-delà du droit de la santé, vous avez la liberté du consentement. Est-ce qu'on a encore le droit de choisir ou pas de consentir à un traitement? Vous avez un problème fondamental encore, c'est l'action en responsabilité. Lorsqu'on vaccine ici, on fait signer automatiquement aux personnes un document de consentement. Alors même qu'on est en train de leur dire que s'ils ne sont pas vaccinés, ils ne pourront pas travailler. Je parle ici des professions pour lesquelles on a rendu la vaccination obligatoire. Voilà un autre problème. Et lorsqu'on regarde un problème encore cette fois-ci qui est celui de la philosophie du droit, vous avez le problème de l'instauration d'une société de contrôle permanent sur les citoyens. Et c'est une question de philosophie du droit. Quel type de société voulons-nous? Une société dans laquelle vous naissez et vous ne devenez libre qu'à la condition d'avoir un état sanitaire parfait, selon les règles qui ont été mises, ou alors une société où vous êtes libre et vous vivez dans la société, quel que soit le mal dont vous souffrez. Donc, est-ce qu'on doit être considéré comme étant un danger pour une société parce qu'on a une maladie particulière? C'est une question fondamentale. Parce que derrière le passeport vaccinal que nous avons, derrière les vaccinations, derrière les QR codes, se cache en réalité la prise du contrôle des libertés par les citoyens, par les organismes étatiques. Le fait de savoir où vous êtes, le fait de savoir quel est votre état de santé, le fait de savoir à tout moment si vous allez bien, est une véritable intrusion jamais vue dans l'intimité des personnes. Donc, ces trois problèmes étant posés, si on revient à la question de l'Afrique particulièrement, quels sont les vaccins qui sont envoyés en Afrique? La France a fait récemment une dotation, ou d'autres pays d'Europe, des vaccins qui sont inutilisés ici. C'est un véritable problème. Est-ce que nous avons la fiabilité que les vaccins qu'on envoie à l'Afrique sont véritablement des vaccins qui sont des vaccins encore d'un point de vue sanitaire qu'on doit introduire aux personnes? L'autre problème que nous avons, et je l'ai toujours dit dans le précédent intervention, Aziz, est-ce qu'objectivement, au regard du nombre de décès qu'il y a en Afrique par chaque pays, on peut considérer la COVID-19 comme étant un problème de santé publique en Afrique? C'est une véritable question. Parce que lorsqu'on parle d'une pandémie, c'est parce qu'elle a touché l'ensemble de l'humanité. Mais lorsqu'on parle d'un problème de santé publique, c'est en raison du nombre de décès croissant dans un espace donné. Et aujourd'hui, je me demande si le paludisme n'est pas plus ce problème de santé publique que la COVID-19. Alors, passer toutes les maladies que nous avons, passer toutes les pathologies que nous avons avec le nombre de décès que nous avons pour installer la COVID-19 comme la pathologie suprême sans laquelle on ne peut pas exister si on n'est pas vacciné avec des vaccins qui n'ont aucune efficacité, vous comprendrez que tous les obstacles que je viens de soulever sont véritablement des obstacles difficiles aujourd'hui à contredire et à amener du moins les gens qui sont un peu sensés vers un consentement à la vaccination obligatoire. Voilà ce que je peux vous dire un peu sur le contexte général par rapport à ce vaccin et sur le cas particulier de l'Afrique. Alors, Dr Charles Hobson nous a rejoint. On rappelle que vous êtes expert en médecine orthomoléculaire. Il s'agit de la médecine qui propose de soigner les personnes par l'apport optimal de substances naturellement connues de l'organisme. Pour vous également, la vaccination ne semble pas être la solution idoine pour venir à bout des différents variants du Covid-19. Merci, Aziz, une fois encore, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ici. Comme vous le savez, j'ai été clair depuis que la pandémie est arrivée en Afrique.
en février, je me rappelle bien en février 2020, ma position a été claire sur le plan scientifique. C'est que l'Afrique n'a pas besoin de vaccin. L'Afrique n'a pas besoin de vaccin. Pourquoi? L'Afrique n'a pas besoin de vaccin parce que la première vague de la COVID a dévasté l'Occident. L'Occident, qui était supposé avoir les plus grands plateaux techniques, n'a pas pu contrôler cette pandémie. Pendant ce temps, en Afrique, il y a eu moins de morts dans tout le continent africain qu'en France. Donc, il n'y a pas de raison. La troisième vague, oui, docteur, mais la troisième vague est présentée comme plus virulente avec le variant Delta. Oui, non, mais non, on va en arriver là. On va en arriver là. C'est-à-dire que ça, ce sont des annonces péremptoires qui n'ont aucune base scientifique. On veut faire peur aux gens. C'est simplement ça. C'est l'industrie de la peur. C'est ce qui s'est passé avec la première vague. On nous a dit qu'il n'y avait rien en Afrique, qu'on va avoir des millions de morts ici, qu'on n'avait rien. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que l'Africain ne doit pas avoir une mémoire courte, parce que chaque fois qu'on a changé la narrative, on oublie les faits, on oublie les bases. Je pense qu'il faut qu'on reste sur les bases. L'Europe, l'Occident de manière générale, n'a pas pu obtenir une solution thérapeutique à cette pandémie. Ils n'en avaient pas. L'Afrique en a trouvé. Ils ont choisi la voie prophylactique. C'est des vaccins, je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, ils ont lancé leurs vaccins qui demeurent encore des vaccins que je peux pour appeler des candidats vaccins. C'est-à-dire qu'on utilise des vaccins qui n'ont pas fait leur... Alors, la question... Oui, docteur. Quoi? On a quelques soucis de connexion, oui. J'ai des soucis de connexion, effectivement. Allô? Oui, non, mais nous vous entendions. Allô? Continuez. Oui, je vous entends maintenant. J'avais quelques soucis de connexion docteur, ici. Nous avons quand même des cas de Covid qui sont en hausse. Si on prend le cas d'un pays comme le Gabon, les dernières 48 heures montrent une hausse du nombre de cas avec quelques décès, justement, qui ne sont pas plus importants que ceux que l'on enregistre, vous le soulignez tantôt, hors du continent. Mais il y a quand même une troisième vague qui, au mois de septembre, a été grave, puisque le nombre de décès liés au Covid-19 est en hausse. Est-ce que finalement, parmi les vaccins qui sont présentés par l'Organisation mondiale de la santé comme la solution au problème, il n'y en a pas qui arrivent à se démarquer et à renforcer la prévention contre cette maladie? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quelques cas isolés. Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des victimes de la pandémie en Afrique sont des personnes avec des systèmes immunitaires vulnérables. OK? Ça veut dire que quoi? C'est des gens qui ont ce qu'on appelle la comorbidité. C'est des gens qui sont malades, qui ont soit, ils peuvent avoir l'hypertension, ils peuvent avoir le diabète, l'asthme, la tuberculose, le VIH. Et le fait de s'engouffrer avec des toxines tous les jours dans ces médicaments qu'ils prennent, ils fragilisent leur système immunitaire. Mais on ne peut pas faire de ça une généralisation. On ne peut pas prendre un petit cas particulier et dire, bon, on va imposer la vaccination à tout le monde parce qu'il y a quelques personnes qui pourraient être des victimes. Je pense quand même que c'est pas raisonnable. Ça n'a aucun sens sur le plan scientifique. Il faut que ces gens-là, peut-être qui ont besoin des vaccins, encore qu'il y a des solutions thérapeutiques en Afrique qui peuvent accompagner ces gens-là. On peut les vacciner, mais on ne peut pas faire de ça une règle générale. C'est de ça qu'il est question ici. Vous avez parlé du variant Delta. Il est arrivé quand? En 2020, il n'y avait pas de variant. Vous savez que la plupart de ces variants, moi je l'ai dit, juste en mars, en avril et en mai, que la plupart des variants vont être d'origine vaccinale.
Et c'est ce qui est en train d'être prouvé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vaccine les gens et on crée d'autres variants qui deviennent plus virulents. Donc, quand vous parlez de Delta, qui est responsable de Delta? Pourquoi on n'a pas choisi d'autres solutions? Pourquoi aujourd'hui, toutes ces firmes qui produisent des vaccins ont une chute libre dans les bourses à New York? Pourquoi Merck qui propose une solution thérapeutique finalement, que les Africains ont proposé il y a 2 ans, devient la meilleure compagnie, la meilleure firme pharmaceutique aux États-Unis? Comment vous expliquez cela? C'est ça qu'il est question ici. C'est de ça qu'il est question. Donc, s'il y a eu quelques cas au Gabon, bon, peut-être que je ne sais pas comment le Gabon gère la pandémie là-bas. Nous, au Cameroun, je pense qu'on a contrôlé la situation. Il y a d'autres pays africains qui l'ont fait. Je ne sais pas. Comme vous le savez, cette histoire de la pandémie n'est pas... Je ne pense pas que les décisions sont prises sur le plan pour des raisons sanitaires. Parce qu'il y a d'autres raisons qui sont autour de cette pandémie qui ne s'expliquent pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on voit les gens utiliser des produits qui marchent, qui contrôlent la vie des gens, qui sauvent les vies, et l'Organisation mondiale de la santé, qui est supposée être là pour promouvoir la santé à travers le monde, ignore tout cela au profit des vaccins qui n'ont pas encore fait leur preuve. On parle des vaccins, même dans les pays les plus avancés aujourd'hui, on ne parle pas des morts causées par les vaccins. On parle que des gens qui ne sont pas vaccinés qui sont morts. Donc, il y a un problème de gestion de l'information ici. Il faut pas... Moi, je pense que... Oui. Et là, la question, avant de revenir à vous, va être posée à Maître Jacques-Brice Momnogui. Est-ce qu'il n'y a pas finalement, du côté des anti-vaccins, également une communication, une campagne de désinformation? Je ne sais pas si on doit poser la question en termes d'anti-vaccin. La vraie question qui est en train d'être dévoyée, et le docteur l'a rappelé, c'est sommes-nous en présence de vaccins qui peuvent être administrés? Quand même, on est en train de détourner le débat. Et depuis le début, c'est ce qu'on fait. Je vous ai dit au départ, le docteur l'a rappelé, il a parlé de candidats au vaccin. Il a raison. Nous sommes avec des produits expérimentaux. Il faut quand même qu'on en soit conscient. Mais nous sommes avec des produits... Non, je vais terminer, Aziz. Nous sommes en face des produits expérimentaux. C'est du jamais vu dans l'histoire du monde entier qu'on vaccine des gens pendant une pandémie. Ça ne s'est jamais vu. Nous sommes en train de créer des valeurs, de faire une expérimentation mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on vous répond? On vous répond que les vaccins sont testés grandeur nature, c'est bien la preuve qu'ils sont testés. Et aujourd'hui, on veut positionner le débat sur être anti-vaccin. Mais nous sommes tous vaccinés. Nous avons eu des vaccins qui étaient éprouvés. Nous avons des vaccins, même à nos enfants. Ma fille est née il y a 5 mois. Elle est en train de prendre ses vaccins traditionnels. Donc, la question n'est pas de se positionner en anti-vaccin. La vraie question, en réalité, c'est que la communication médiatique est faite biaise au débat et empêche même aux gens de poser ce débat. Le débat que nous avons ici, je vous en remercie, on ne peut même plus le tenir en France sur les plateaux de télévision. Aujourd'hui, on vous parle de vaccination. Posons-nous 2 questions. Au départ, on nous a dit qu'il fallait se vacciner pour être immunisé. Maintenant, on nous dit que le vaccin n'empêche pas d'être contaminé et que le vaccin ne protège que des formes graves, ce qui est le contraire de ce que dit la science en matière de vaccination. On avait dit au départ qu'on ne vaccinerait que les personnes fragiles qui font des comorbidités. Maintenant, on vaccine des enfants, tout en reconnaissant que les enfants ne sont pas victimes de cette maladie. Est-ce que vous voyez où on va? On nous avait dit au départ que la vaccination, il y aurait, quand on vaccine une personne, le docteur ne me démentira pas, on regarde ses antécédents médicaux. Tout le monde n'est pas vaccinable. Voilà le premier vaccin qu'on peut vacciner à tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit son passif médical, quel que soit son état médical, on dit on peut vacciner ça à tout le monde. C'est jamais vu. Ou alors c'est un placebo. Donc ce sont des questions de fond. Quand on les pose, on nous donne l'impression que nous sommes des anti-vaccins primaires contre la science, contre l'évolution du monde. Ce n'est pas ça ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est qu'a-t-on encore le droit, en conscience, de refuser un traitement qui n'est pas sûr et dont les conséquences mathématiques aujourd'hui n'incitent pas à y aller. Israël, qui est le pays qui a le plus vacciné au monde, est le pays qui a le plus grand nombre de décès Covid aujourd'hui. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Aux États-Unis, les États qui ont le moins de décès, ce sont les États qui n'ont pas confiné. Ce sont des faits. La Suède et la Norvège ont commencé à rouvrir complètement leur pays. La Norvège et la Suède n'ont jamais appliqué une politique de vaccination obligatoire comme ils sont en train de le faire. Mais ce sont des faits. Le Japon vient de dire qu'il arrête de traitement avec Moderna, de vacciner Moderna. Ce sont des faits. Alors, face à tous ces faits réels et véritables, l'Angleterre,
a commencé le variant, quand elle a commencé les vaccinations. Ce sont des faits. Aujourd'hui, il y a plus de morts de Covid-19 en Angleterre que lorsqu'il n'y avait pas de vaccination. Ce sont des faits. Mais pourquoi refuse-t-on aujourd'hui qu'on ait le débat? C'est ça la vraie question. Pourquoi refuse-t-on sur les télévisions? Mais là, le débat est Non, non, ouvert. Aziz, vous faites une exception. Vous êtes une exception, je tiens à le dire. Que tous les téléspectateurs le sachent, vous êtes une exception. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de débat sur les télévisions, les chaînes comme France 24 ou Africa 24? On ne donne pas la parole aux gens. Et en plus, on envoie des vaccins en Afrique qui sont des vaccins périmés. On l'a dit ici en France, des vaccins qu'on ne voulait plus, l'AstraZeneca et tout cela. Pourquoi l'AstraZeneca change de nom aujourd'hui? Pourquoi il ne s'appelle plus AstraZeneca? Il y a quand même des questions qui sont là au débat. Et pourquoi on doit vacciner tout le monde, quel que soit son passé médical? Donc, pour l'instant, nous ne faisons plus de la science. Vous n'êtes pas prêt à vous faire vacciner contre le Covid-19, Maître? Comme je dis, ce n'est pas question de ne pas être prêt. C'est une question justement personnelle qu'on ne devrait même pas poser à un individu de la société s'il était vacciné ou pas. C'est une question à laquelle, aujourd'hui, nous refusons de répondre. Ça relève de votre vie privée, Aziz. Je n'ai pas besoin de savoir si vous êtes vacciné. Tout comme je n'ai pas besoin de savoir si vous vous êtes réveillé ce matin avec un rhume. Tout comme je n'ai pas besoin de savoir si vous allez physiquement bien avant de vous rencontrer. Voilà ce que nous sommes en train de créer. Une société du soupçon, une société du virus, c'est-à-dire où l'homme devient un agent pathogène simplement parce qu'il est un individu qui respire à côté d'un autre. Et moi, je dis attention à ce que nous sommes en train de faire. Alors, Patrick Barbera-Isaac, il y a une question pour vous. Certaines sociétés pétrolières au Gabon ont fait de la vaccination la condition sine qua non pour accéder à certains sites pétroliers. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? En début de pandémie, au deuxième trimestre 2020, le lobby patronal pétrolier s'est imposé lui-même des contraintes qui dépassaient les contraintes de la réglementation nationale commune. C'est-à-dire la réglementation nationale commune, c'était de façon basique, c'était couvre-feu à une certaine heure, et pour sortir de Libreville, un test négatif, valable plusieurs jours, parce que Libreville était considéré comme le principal foyer d'infection. Les contraintes pétrolières, c'était de considérer la période d'incubation, et autour de cette période d'incubation, de définir un test à J0, un autre à J7. Après, maintenant, il fallait attendre les résultats des tests, qui à l'époque était centralisé par le laboratoire national, et ça mettait un certain temps. Ce qui fait que, avant de pouvoir voyager, il fallait au moins ça mettait à peu près 14 jours, et ça pouvait mettre plus quand il y avait des cas de résultats indéterminés qui étaient donnés par le laboratoire. Donc il y avait des gens qui des fois étaient confinés 21 jours, voire un mois. Et bien évidemment, tout cela c'est très coûteux parce que, outre les tests, fallait payer le déplacement des missions de ce laboratoire, fallait payer les décontaminations des logements, fallait payer les tests, les prises de température 3 fois par jour, la nourriture, le catering. Tout ça, c'était une logistique compliquée. Et ça a eu également pour conséquence de prolonger la durée sur site des gens, parce qu'on est passé donc de 28 jours, donc de 4 semaines à 6 semaines, 42 jours. Et 6 semaines, dans certains cas, étaient bonifiées, donc il fallait payer plus cher les employés. Et tout ça, donc, c'est des contraintes de coût. Bon, pour aller vite, de façon synthétique, au bout d'un certain temps, on a mieux maîtrisé ce processus. On a réussi, le pays a réussi à réduire les temps de confinement. Actuellement, quelqu'un peut voyager. Il y a toujours ce principe, donc, 2 tests négatifs, isolement, mais quelqu'un actuellement peut voyager au bout de 7-8 jours. Mais ça a toujours un coût. Donc, l'option de réduction des coûts qui est envisagée, c'est le vaccin. Parce qu'avec le vaccin, quelqu'un de vacciné peut se faire tester le premier jour, le deuxième jour, il est parti sur site. Et ça pourra permettre également de diminuer les durées de temps sur site et de fluidifier un certain nombre d'opérations. Donc, c'est une forte recommandation de la part des compagnies pétrolières donc d'atteindre un taux de vaccination très important. Mais comme la réglementation nationale en vigueur donne toujours l'option du choix, donc c'est une forte recommandation, mais on laisse à tout un chacun la latitude de se faire vacciner ou pas. On rappelle, Patrick Barbera-Isaac, que la vaccination au Gabon n'est pas obligatoire, hein, comme c'est le cas dans les autres pays de la sous-région d'Afrique centrale. Et d'ailleurs, le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a rappelé lors d'un discours au mois de mars que
la vaccination est libre, elle n'est pas obligatoire. Le ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiandon, le ministre de la Santé du Gabon, a rappelé aussi lors d'une conférence de presse récemment que la vaccination n'est pas obligatoire. Mais il y a quand même des soupçons que les choses pourraient se corser davantage. Une autre question, Patrick Barbera, vous avez le sentiment que pour le secteur pétrolier, eh bien, si on s'en tient à vos explications, finalement, les patrons considèrent que le vaccin est la panacée. Non, la vaccination, clairement, n'est pas vue comme la panacée universelle parce que il y a les variants connus, mais il y a aussi ceux qu'on ne connaît pas encore. Et on sait que le virus, c'est un virus qui est en mutation et on ne sait pas quels sont donc les éléments de mutation qui risqueraient d'augmenter l'infectiosité, voire la virulence du virus lui-même. De ce fait, même si on arrivait à atteindre l'objectif hypothétique d'avoir les 70% d'immunité collective, ce n'est pas garanti que les variants seront les mêmes et que l'efficacité du vaccin sera celle escomptée ou ça sera une efficacité amoindrie. Donc de ce fait, comme on le sait, il y a des décisions pragmatiques à prendre. Il y a une société au Gabon qui a pris une décision pragmatique, c'est d'ailleurs le premier producteur du moment qui a quand même plus de 45% de la production nationale. Eux, ils ont décidé d'arrêter la politique, de ne plus faire la même politique de sécurité que les autres, c'est-à-dire 2 tests négatifs plus confinement. Eux, ils ont décidé de faire directement le test après les gars voyagent. Et apparemment, ça ne se passe pas trop mal pour eux. Et donc, nous pensons que la voie, l'autre voie, c'est de pousser l'amélioration du système sanitaire, de pousser les interfaces, c'est-à-dire faire en sorte que les prises en charge soient prises beaucoup plus rapidement. Nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure collaboration, une meilleure interface entre les compagnies pétrolières, les structures nationales, donc les hôpitaux de qualité, et enfin les assureurs au milieu. Parce que nous, au niveau du pétrole, pour la plupart, nous travaillons avec des assurances, voire des assurances complémentaires. Et au niveau de ces assurances, on doit aussi les engager pour pouvoir faire une prise en charge assez rapide. Et pour le moment, en fait, on découvre le virus, on découvre nos interactions et il y a une nécessité d'améliorer nos interfaces. Alors, Patrick Barbera, nous avons bien entendu eu des explications qui sont claires, mais est-ce qu'on ne va pas finalement, et là c'est au docteur Charles Hobson que la question est posée, est-ce qu'on ne tend pas finalement vers une uniformisation du pass sanitaire en Afrique, notamment dans les pays de la sous-région d'Afrique centrale? Oui, en fait, je ne sais pas trop qu'est-ce qui sous-tend cette démarche, parce que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas clairement énoncé, mais on a l'impression que de plus en plus, on veut amener les Africains à se vacciner, je sais pour quelle raison. Je ne sais pour quelle raison, je le répète encore. Je donne le point de vue scientifique de l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de vaccin. On n'en a pas besoin ici. Nous avons tellement de solutions thérapeutiques pour contrôler cette pandémie et nous avons fait nos preuves. Donc, vraiment, si une société comme elle ou autre, une multinationale décide de faire vacciner les gens qui vont avoir accès à leur site, ça n'engage que ces entreprises-là. Mais je pense qu'il serait... Oui, le problème, c'est quoi, docteur, c'est que ces travaux ne semblent pas être justement reconnus. Vous parliez à l'instant de l'Organisation mondiale de la santé, ne semblent pas être reconnus véritablement par l'Organisation mondiale de la santé. Oui, mais justement, c'est là où le bas blesse. Pourquoi on va vacciner les gens alors qu'on a encore affaire aux candidats vaccins? Pourquoi on va vacciner tout le monde? Pourquoi on doit imposer les vaccins dans les sites alors que ces vaccins ont encore des problèmes?
de preuve d'efficacité, d'innocuité. Mais est-ce Comment que vous ces pouvez vaccins expliquer n'ont pas cela? été, est-ce que ces vaccins n'ont pas été testés? Testés où? Ont été testés pendant combien de temps? Est-ce que vous avez toutes les informations sur ces vaccins? Il y a beaucoup de questions que vous devez vous poser. Il y a des questions qu'on doit se poser. Ces vaccins sont des candidats vaccins. Les gens qui prennent ces vaccins, c'est des cobayes. C'est comme ça qu'il faut exposer la chose. C'est des cobayes. Donc, si on vous dit que ces vaccins ont été testés pendant quelques semaines, quelques mois, il faut quelques mois pour tester un vaccin. D'habitude, on prend 10, 15 ans pour tester un vaccin. Pour être très sûr, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens, moi, j'ai des patients qui viennent me voir tout le temps, qui ont été vaccinés dans les années 70. 70, même un peu plus tard, qui ont aujourd'hui ce qu'on appelle c'est-à-dire que la contamination par les anticorps, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand on vous fait vacciner, surtout les vaccins qui ont été administrés, pas forcément ceux d'aujourd'hui peuvent même être plus dévastateurs, ok? Mais quand vous vous faites vacciner, c'est quoi? On prend un virus, soit on l'atténue, soit on l'endort, ok? Alors, quand on vous le met, on vous l'inocule, ce virus-là peut se réveiller quelques années, même des décennies plus tard. Moi, j'ai des cas d'hépatite aujourd'hui, des gens qui ont été vaccinés dans les années 70. Donc, vous ne pouvez pas imaginer qu'un vaccin comme ça, là, qui a été testé pendant quelques semaines ou quelques mois, qu'on l'impose à travers le monde sans connaître ses conséquences. Mais est-ce que les Il y a des scientifiques... vaccins qui ont été administrés dans les années 70 qui causent des conséquences dévastatrices aujourd'hui aux gens. Il y a des gens qui ont des cas d'hépatite qui avaient été vaccinés. Donc, qu'est-ce qui vous prouve que ces vaccins-là, qui ont été moins testés avec très peu de temps, ont moins de problèmes que ceux qui ont été administrés dans les années 70? C'est ça la question. Et puis, c'est la nouvelle technologie. Avec ces vaccins, on utilise l'ARN messager. Ça, c'est des protéines de synthèse. On ne sait pas quelles conséquences ces protéines peuvent avoir dans la santé de ces gens-là qui ont reçu ces vaccins-là d'ici 10, 15, 20 ans. Même pas d'ici 2 ans. Puisque la preuve aujourd'hui, c'est que plus on vaccine les gens et plus il y a des cas. On nous a parlé d'Israël. Hein? L'avocat a parlé d'Israël tout à l'heure. Quand on a vacciné presque tout le monde en Israël, on a dit voilà un bon exemple d'un pays qui est immunisé. Ce n'est pas le cas. Un vaccin qui vous procure 2 mois d'immunité, ce n'est pas un vaccin. Même si c'est 1 an d'immunité. Nous avons des solutions africaines qui peuvent vous donner 1 an, 2 ans d'immunité. OK? Pourquoi vous allez choisir? Il va falloir qu'elles soient prises en compte, mais comment arriver à faire en sorte qu'elles soient reconnues? Maître Jacques-Brice Momnogui, ce sont des questions de droit? Il y a un protocole qui est bien rodé, auquel ces produits doivent être soumis. Oui, tout d'abord, il faut quand même dire qu'au Cameroun, il y a un décret présidentiel, sauf si je me trompe, qui a quand même reconnu l'efficacité de certains traitements à base de plantes médicinales. Il faut quand même le dire. Absolument. Juridiquement. Je veux dire juridiquement. Au Gabon également, il y a eu une démarche incitative. Voilà, donc à droit constant, dès lors qu'il y a un décret qui le reconnaît, donc c'est reconnu légalement. Maintenant, vous en venez à l'OMS. L'OMS n'est pas un organisme qui reconnaît l'efficacité des médicaments. Il faut être concret. Et l'OMS a d'ailleurs jamais dit qu'il fallait procéder à la vaccination obligatoire. C'est-à-dire aujourd'hui, les États sont allés plus loin que ce que l'OMS avait envisagé. Il faut le savoir. De la même manière que l'OMS n'avait jamais prescrit les fameux couvre-feux, de la même manière qu'aujourd'hui, en Allemagne, il y a une décision du dernier tribunal en Allemagne a été de dire que les couvre-feux étaient inconstitutionnels. Vous voyez où on est en train d'arriver à rebours. Mais l'OMS recommande fortement la vaccination. Oui, mais recommander et dire que c'est obligatoire, c'est un nuage, c'est énorme. Ça dit que là, nous sommes complètement en train d'aller au-delà de ce que l'OMS prédit. En plus, le docteur a évoqué une question importante, c'est l'information sur les vaccins. Il faut quand même savoir que ici, en Europe, j'ai parlé tout à l'heure de vaccin, les campagnes de vaccination ont démarré sur la base d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Sauf que le contrat entre les laboratoires et l'Union européenne n'est pas public.
et que des citoyens européens ont fait des recours pour demander à voir ce contrat pour le rendre public, et jusqu'à aujourd'hui, l'Union européenne refuse de montrer ce contrat. C'est-à-dire, nous sommes dans un cas où on ne sait même pas quelles sont les conditions qui ont été données à ces laboratoires pour diffuser un produit. On vous l'administre en vous disant que si vous ne le prenez pas, vous ne pouvez plus aller travailler, vous ne pouvez plus prendre le transport. Mais on vous dit quand même de signer que vous êtes d'accord avec la vaccination parce que c'est un consentement. Et donc, personne ne sera responsable après si vous avez un dommage, puisque vous avez accepté de participer à l'expérimentation médicale. Voilà aujourd'hui la vraie situation de ces vaccins. Donc aujourd'hui, ce qui se pose à nous, moi je suis ravi d'entendre le docteur et de plus en plus en Afrique, cette thérapie se met en place. En réalité, je crois que le problème que nous avons avec l'OMS, et c'est peut-être un problème géopolitique qui vient du fait que ça fait quasiment un millénaire que le continent africain est sous la domination occidentale et qu'on ne reconnaisse pas qu'en Afrique, il puisse y avoir des solutions médicamentales, ou je ne sais pas si c'est du médicament, des solutions sanitaires, des thérapies qui Thérapeutique, existent à tout à base de fait. produits. C'est juste une question politique. Si aujourd'hui l'OMS avait une vision sanitaire, pour moi, elle n'a qu'une vision politique, c'est deux choses différentes. Si elle avait une vision vraiment sanitaire, on aurait pris les pays où le virus a reculé, on aurait pris les échantillons des personnes même africaines pour savoir pourquoi la maladie les a pas autant menacées, on aurait pris les médicaments qui sont proposés et on aurait essayé de voir s'ils n'apportent pas une solution. Quand on voit qu'ici, l'ivermectine, si je prends le cas de la Guadeloupe, la France a interdit qu'on donne l'ivermectine. On ne donne plus le zinc aux personnes. Les gens sont en train de décéder parce qu'ils ne prennent plus l'ivermectine associée au zinc. Et on va dire que tout ça, c'est la COVID. Pourquoi refuse-t-on depuis le début toutes les propositions de traitement pour se focaliser sur le vaccin? C'est ce qui a fait aujourd'hui qu'on connaît ce professeur Raoul au départ. C'est parce qu'il proposait de traiter. Et aujourd'hui, dès qu'on évoque le traitement, on nous dit qu'il n'y a pas de traitement qui existe. Et pourtant, on voit que les gens continuent à exister, que plein de personnes tombent malades, même ici en France, et en guérissent. Donc, ça veut bien dire, si on guérit d'une maladie, c'est que le traitement existe. Je crois que c'est de la logique. Absolument. On rappelle à nos téléspectateurs qui nous prennent en cours que l'émission, c'est Coup d'œil sur l'Afrique. Notre coup d'œil, aujourd'hui, sur le continent africain, est porté sur la vaccination contre le Covid-19 qui est en débat un peu partout. Et pour en parler, eh bien, nous sommes en compagnie de Maître Jacques-Brice Momnodi, avocat au barreau de Bordeaux, de Dr. Charles Hobson, qui est médecin spécialiste, expert dans la médecine orthomoléculaire. On rappelle que cette médecine se propose de soigner les personnes par l'apport optimal de substances naturellement connues par l'organisme. Et bien sûr, Patrick Barbera, Isaac, à qui nous allons donner la parole également pour savoir quelle est de son point de vue, finalement, la position à adopter en plein débat sur la vaccination ou non contre le Covid-19. Le problème principal, d'abord, c'est l'accessibilité à des soins de qualité. Ensuite, l'autre problème, c'est le niveau de vie des populations qui, majoritairement, sont pauvres. Les populations sont pauvres. Donc, la meilleure riposte, ça serait de permettre d'avoir des consultations, des dépistages et des prises en charge à des prix très modérés, adaptés au niveau de vie des populations. Et ce qu'on constate actuellement, c'est que c'est devenu un business. Et depuis que les cliniques sont rentrées dans la danse, alors là, on a l'impression que le système public ne fonctionne plus, il n'y a plus que les cliniques et ils sont très très chers. C'est réservé pratiquement, ça devient une médecine de riches. L'autre problème, c'est de renforcer les capacités. Parce que j'ai parlé des cliniques, mais les capacités tant dans les cliniques que dans les hôpitaux sont vraiment discutables. Même s'il y a eu une première vague de personnel soignant qui ont été bien formés, j'en suis sûr, mais ce n'est pas 100% du personnel soignant qui a été formé et dont on a renforcé les capacités. L'autre problème, c'est aussi celui de la recherche locale. Nous avons deux grands établissements de recherche de classe internationale, le CERMEL et le CIMF, le grand centre de recherche de Franceville. Le CERMEL est spécialisé sur la recherche sur le paludisme principalement et la parasitologie. Et le CIMF de Franceville, il est spécialisé sur
les maladies liées aux interactions entre l'homme et les grands singes. Mais il y a du matériel. Ils font déjà des petites missions de tests, de diagnostic et de renforcement des capacités, mais ça serait pas mal de leur adjoindre des médecins-chercheurs qui travailleraient dans des domaines spécialisés. On a réellement besoin de l'apport justement de nos médecins locaux, de nos chercheurs locaux qui auraient peut-être des idées et qui seraient susceptibles d'explorer des pistes que n'envisagent pas toujours les médecins occidentaux. Ensuite, l'autre problème, c'est la disponibilité des médicaments, des bouteilles d'oxygène. Il y a souvent des pénuries dans certains établissements. Il y a des pénuries, on va dire, périodiques, et c'est normal parce qu'on travaille. Mais il faudrait vraiment résoudre ces problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Et enfin, il faudrait surtout beaucoup améliorer la communication. Parce qu'actuellement, la communication, elle est assez centralisée, très dirigiste. Quasiment à la fin de cette émission. On va commencer par vous, docteur. Quelle est pour vous la meilleure réponse? Parce qu'il y a également une approche communautaire en ce qui concerne les pays de la sous-région d'Afrique centrale, une approche communautaire commune en ce qui concerne la riposte contre le Covid-19. Et moi, ma position est claire et elle ne va pas changer. Moi, je considère que l'Afrique a des solutions contre cette pandémie. Je considère que l'Afrique doit arrêter d'être infantilisée. Je considère que nous avons suffisamment de compétences scientifiques aujourd'hui pour faire face à cette pandémie et aux pandémies du futur. Et je dis aux Africains, arrêtez de sous-estimer vos solutions, surtout à nos dirigeants. Je ne parle pas parce qu'il faut quand même reconnaître que la pandémie a permis à beaucoup d'Africains d'ouvrir leurs yeux et de voir les limites et les faiblesses de la médecine occidentale. Parce que si cette médecine a été aussi efficace qu'on nous le fait croire depuis plus de 70 ans, on n'aurait pas eu autant de morts là-bas. Et on continue à avoir les morts. Alors qu'en Afrique, nous avons des solutions naturelles et l'avenir, c'est la médecine africaine. C'est de ça qu'il est question ici. Et les Africains doivent avoir confiance en leur médecine et dire qu'ils peuvent offrir des solutions, non seulement dans leur pays respectifs, mais également au monde entier. C'est de ça qu'il est question et les leaders doivent comprendre cela. Il faut une volonté politique. Je sais qu'il y a quelque part ailleurs d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la santé, qui n'ont rien à voir avec la science. C'est des raisons que je ne peux pas les qualifier ici, mais vous savez de quoi je parle. Donc, il est question ici pour les Africains de se prendre en charge eux-mêmes, d'utiliser leurs ressources naturelles et de les mettre en valeur pour faire face aux pandémies du présent et du futur. Maître Jacques-Brice Momnogui, il va falloir finalement prendre son courage, ça c'est pour nos gouvernants, prendre leur courage et essayer peut-être de laisser éclore ces talents, de laisser les scientifiques africains apporter quelque chose et faire en sorte que leur apport soit véritablement pris en compte. Oui, comme je le disais, je vais chuter philosophiquement. Ce vaccin, cette nouvelle politique pose vraiment la vraie question de la société philosophique dans laquelle nous voulons vivre. Voulons-nous une société où l'État détermine qui a le droit de citer en fonction de son état médical, ou voulons-nous une société où, lorsque les gens tombent malades, on essaie de les soigner? Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Et je crois que le continent africain a cette originalité historique et séculaire d'avoir toujours résisté au pire des maux et d'être peut-être le continent qui est celui qui continue à perdurer malgré tout ce dont il peut subir comme ravage. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps, dans l'objectif de l'agenda 2063, que les Africains arrêtent de toujours se tourner vers l'autre, mais de se tourner vers eux-mêmes pour trouver en leur continent, dans leur passé, dans leur histoire, dans leur culture et dans leurs ressources, les moyens de pouvoir s'autodévelopper. Et cela passe nécessairement par avoir un système de santé qui soit fiable.
Le dernier exemple que je prendrais, quand on regarde les pays d'Asie, la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'elle a pu devenir. Si elle a pu devenir aussi, c'est parce que les dirigeants chinois également ont cru en cette médecine, l'ont codifiée, l'ont donné les moyens de devenir une médecine qui soit aujourd'hui une médecine reconnue dans le monde entier. Partout où vous allez, vous avez la médecine traditionnelle chinoise qui est une alternative à notre médecine. Je crois qu'aujourd'hui, la médecine africaine, qui avait été un peu oubliée, a tous les moyens aujourd'hui d'être codifiée et de devenir, avec cette épidémie, une médecine de référence également dans le monde, pas simplement pour les Africains, mais pour l'ensemble de l'humanité. Car nous sommes bien sur Terre pour être utiles les uns aux autres, pour l'ensemble de l'humanité. Et c'est bien cette leçon que je tire profondément du Covid, c'est que plus que jamais nous devons défendre une société dans laquelle l'homme est au-dessus de tout et où les intérêts économiques ne prévalent pas sur la place de l'homme au sein de la société. Alors, on est dans une phase de cette lutte contre le Covid-19 qui est jugée critique, surtout en dehors du continent africain, il faut le rappeler. La troisième vague est aussi passée, elle n'a pas été aussi virulente que dans d'autres pays, même si de nombreux décès sont enregistrés, des décès qui sont de sources médicales liées à la pandémie de Covid-19. C'est un long combat qu'il va falloir continuer de mener. Et il va certainement falloir également trouver les bonnes articulations pour savoir qui vacciner, quand, comment et pourquoi vacciner. C'est ici que nous allons mettre un terme à ce numéro de Coup d'œil sur l'Afrique. Nous remercions Maître Jacques Brice-Bomnogui, avocat au barreau de Bordeaux, en France. Oui, je vous remercie, Aziz. Merci. Mais également le docteur Charles Hobson, qui nous a fait également l'honneur d'être sur ce plateau. On rappelle qu'il est expert en médecine orthomoléculaire. Merci beaucoup, Aziz. C'était un plaisir pour moi. Comme mot de fin, il y a un point très important pour nous, c'est celui de la liberté de choix. C'est-à-dire que le problème, il est déjà assez clivant, mais nous savons que la majorité de la population est encore très sceptique. Dans l'éventualité d'une remise en cause du principe de liberté de choix, en tant que syndicat, nous et l'ensemble des forces syndicales, nous serions obligés d'intervenir. Et bien évidemment, l'idée d'un conflit social très dur nous répugne, sachant la situation économique du pays et des populations. Deuxièmement, comme mot de fin, c'est plutôt des espoirs. Espoirs qu'il y ait une prise de conscience de la part de nos dirigeants et que très rapidement, on puisse commencer un travail de remise en forme, d'amélioration, d'adéquation du système sanitaire. Parce qu'il y a beaucoup de pans de notre système sanitaire qui a été laissé en rade et pour lequel vraiment il y a des actions urgentes et immédiates. C'est-à-dire le renforcement des capacités, les infrastructures, avoir le matériel adéquat et surtout ne pas laisser tomber les axes de recherche. Utiliser au mieux nos capacités de recherche locale avec des centres de recherche de très haut niveau que nous avons. L'autre espoir aussi, c'est celui que nos dirigeants, que tous les dirigeants impliqués dans la définition de la politique de riposte, c'est-à-dire la présidence, la primature, ministère du Travail, ministère de la Santé, Défense nationale, Intérieur et tous les autres, qu'ils puissent être un peu plus à l'écoute de la société civile. Parce que là, depuis plus d'1 an, il n'y a pas de dialogue. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y aurait des idées qu'on pourrait leur apporter. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain et c'est donc nous qui sommes les premiers concernés. Ensuite, on attend de ces dirigeants un peu plus de souplesse. Parce que là, il y a un dirigisme communicationnel et leur expression, c'est clairement « on commande, vous obéissez ». Point barre. Et ça, on ne peut pas continuer comme ça. Et justement, l'un des freins, l'un des éléments qui freinent l'adhésion de la population à la politique vaccinale, c'est justement cette communication trop dirigiste. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'autre son de cloche que eux, et donc c'est difficile de se faire un choix, de se faire une opinion. Et enfin, l'idéal, ce serait que nous puissions envisager, au lieu d'avoir purement une stratégie, seulement une stratégie vaccinale, mais que nous puissions avoir une diversification, une stratégie de diversification thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience qu'il y a d'autres alternatives
au vaccin. Patrick Barbera-Isaac, secrétaire national de l'Organisation nationale des employés du pétrole au Gabon. Il est chargé de la santé, la prévoyance sociale et les retraites. Il est parti avant la fin de cette émission, bien entendu, en raison d'un calendrier chargé. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout de nous rester fidèles. Rendez-vous est pris pour jeudi prochain. Très bonne suite de programme.